Bienvenue sur notre chaîne. Par un après-midi d'automne frais et ensoleillé, Raina, 11 ans, et sa sœur Dija Whitlow, 14 ans, quittèrent le pique-nique familial sur les routes isolées des monts Ozarks. Leur plan était simple, une courte marche jusqu'à un pont submersible voisin, puis retour à la voiture. Elles ne sont jamais revenues. Malgré des recherches immédiates et approfondies menées par le caporal Miguel Esteban et aidées par d'innombrables bénévoles dévoués, couvrant des kilomètres de forêts denses et de vallons sinueux, les sœurs Whitlow ont disparu sans laisser de traces du paysage accidenté des monts Ozarks. Pendant 7 longues années, leur famille a vécu dans une incertitude insoutenable, s'accrochant à de ténus espoirs, hantée par un silence glacial. Puis, une découverte stupéfiante et inimaginable a ravivé de vieilles blessures et révélé une vérité bien plus terrifiante que tout ce que quiconque aurait pu concevoir. Voici l'enquête complète sur ce qui est arrivé à Raina et Dija Whitlow. Avant de poursuivre, dites-nous d'où vous nous regardez. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Continuons. Les routes de campagne des Ozarks, serpentant à travers une végétation dense et sur d'anciens rochers calcaires, offraient une tranquillité trompeuse. La lumière du soleil filtrait à travers la canopée, illuminant les eaux claires d'un lieu de baignade prisé alimenté par un ruisseau peu profond. Au-dessus, un ponton bas, robuste et discret, permettait aux véhicules et aux piétons de traverser. Un repère familier pour ceux qui cherchaient un havre de paix au cœur de la nature. C'est ici, par un après-midi chaud de fin d'été, que la famille Whitlow s'était réunie pour un pique-nique. Raina, 11 ans, et sa sœur Dija, 14 ans, étaient des sœurs comme les autres. Leur énergie juvénile contrastait vivement avec la quiétude des lieux. La journée s'écoula au rythme paisible des traditions familiales. Des rires résonnaient sur les falaises tandis qu'on partageait des sandwichs et des anecdotes. L'après-midi touchant à sa fin, il fut décidé de se séparer en 2 groupes pour de courtes marches. Les parents emprunteraient un chemin, les filles un autre, avec l'intention de se retrouver à la voiture familiale garée près du pont au plus tard 20 minutes plus tard. 20 minutes devinrent 30, puis 40. Les regards furtifs jetés au début vers le chemin emprunté par les filles se muèrent peu à peu dans un malaise grandissant. Les appels « Raina ! Dija !» commencèrent timidement, puis s'amplifièrent, teintés d'une angoisse naissante. Les parents, désormais seuls près de la voiture, sentirent le silence des bois les envahir, un silence devenu pesant et inquiétant. Leur courte marche s'était terminée sans incident, mais Raina et Dija n'étaient pas revenus. La panique, le froid et une angoisse viscérale les saisissaient. Ils retracèrent le parcours présumé des filles, leurs cris se muant en supplications désespérées. Chaque pierre, chaque arbre, chaque méandre du ruisseau fut fouillé avec une futilité croissante. L'après-midi idyllique avait volé en éclats, remplacé par un vide terrifiant. Alors que le crépuscule s'installait, projetant des longues ombres sur l'eau, l'horrible réalité se confirma. Raina et Dija Whitlow avaient disparu. Les recherches frénétiques, d'abord menées par la famille dans l'urgence, se transformèrent rapidement en signalement de disparition, marquant le début tragique d'une enquête qui allait marquer les Ozarks pendant des années. L'alarme qu'a semé la panique chez les Whitlow a rapidement atteint les autorités du comté, résonnant dans les paisibles vallées des Ozarks. Moins d'1 heure après, le caporal Miguel Esteban arrivait au pont submergé, son uniforme détonnant, imposant au milieu du chagrin immense de la famille. Vétéran des forces de police locales, Esteban connaissait la nature trompeuse du lieu des gaietés, la rapidité avec laquelle la nature dense pouvait effacer toute trace. Sa priorité absolue fut de ratisser méthodiquement les environs immédiats. Les agents se déployèrent, examinant minutieusement les berges du lieu de baignade, le sol rocailleux sous le pont et les sentiers envahis par la végétation qui s'enfonçait dans les bois. Chaque emballage jeté, chaque feuille dérangée, chaque brindille cassée devenait un indice potentiel, soigneusement répertorié et analysé. Le ruisseau était peu profond, mais des plongeurs furent appelés pour s'assurer qu'aucun vestige ne se soit déposé sous la surface près des piliers en béton du pont, ni n'ait été emporté par le courant. Le caporal Esteban se tourna ensuite vers la famille désemparée. Leur récit, bien que fragmenté par le choc et le chagrin, dressait un tableau cohérent. Une sortie ordinaire, un moment d'inattention, puis le vide terrifiant. Il écouta patiemment,
posant des questions précises sur les vêtements des filles, leur humeur, d'éventuels désaccords récents ou des rencontres inhabituelles. Au même moment, la nouvelle de la disparition des sœurs M. Ising se répandit rapidement dans la communauté soudée, suscitant une vive inquiétude. Lottie Geer, une bénévole infatigable de l'Église, réputée pour son sens exceptionnel de l'organisation, mobilisa rapidement les habitants, formant des équipes de recherche qui ratissèrent les vallées et les crêtes environnantes, appelant Reina. Un bruit perçant résonna dans l'air du soir. Dans sa boutique d'appât, un peu plus loin sur la route, Arlo Petty, dont la famille vivait dans ces contrées depuis des générations, partageait sa connaissance intime du terrain et de sa population de passage, tout en admettant que rien ne semblait anormal les jours précédant la disparition, ni véhicule étrange, ni visage inconnu. Malgré les efforts immédiats et considérables déployés, l'enquête initiale ne permit aucune avancée. Aucun signe de lutte n'a été constaté sur l'aire de pique-nique, ni le long des sentiers. Aucun objet personnel abandonné appartenant à Reina ou Dija, aucune trace de pneus autre que celle des Whitlow et des policiers intervenus sur place. Les bois qui semblaient si vivants quelques heures auparavant n'offraient plus qu'un silence inquiétant, gardant jalousement leur secret. L'affaire était un mystère déconcertant dès le départ, un vide là où 2 jeunes vies avaient brillé quelques heures auparavant, désormais évanouies sans laisser de traces. L'effervescence initiale suscitée par la disparition de Reina et Dija Whitlow s'est peu à peu apaisée, mais le vide qu'elles ont laissé n'a fait que s'accroître avec le temps. Les semaines se sont muées en mois, puis en années, chaque saison passant sans apporter le moindre éclaircissement sur ce qui s'était passé en cette fin d'après-midi d'été. Les appels à témoins qui résonnaient jadis dans les monts Ozarks se sont peu à peu tus, remplacés par un silence pesant qui s'est abattu sur la communauté. L'intense couverture médiatique qui faisait jadis la une des journaux régionaux s'est étompée pour ne laisser place qu'à de rares articles commémoratifs, témoignages poignants de l'inéluctable marche du monde. Le caporal Miguel Esteban, cependant, refusait de laisser l'affaire tomber dans l'oubli. Le dossier, épais comme un assemblage d'entretiens initiaux, de rapports médico-légaux et d'impasses, trônait sur son bureau, un rappel constant et pesant des 2 sœurs disparues. Il s'enquérait de chaque rumeur, de chaque tuyau anonyme, aussi improbable que fût sa source. Il retourna d'innombrables fois au pont submersible, scrutant minutieusement le paysage familier comme s'il pouvait enfin livrer ses secrets les plus enfouis. Il reparla avec la famille Whitlow. Leur douleur initiale à vif s'était muée à une profonde et sourde souffrance, leur espoir en une braise vacillante qu'ils se sentaient obligés d'entretenir. Il prit contact avec Lottie Geer, dont les premières recherches au sein de la communauté avaient été si fructueuses, et avec Arlo Petty, dont les connaissances locales s'étaient révélées précieuses mais finalement insuffisantes. Chaque nouvelle piste, aussi infime ou apparemment insignifiante fût-elle, était explorée avec la même diligence que la première pour se transformer en une nouvelle impasse frustrante, renforçant le caractère inexplicable de cette disparition. L'élan initial de solidarité publique et les efforts de recherche communautaire, qui avaient rassemblé des centaines de personnes, se réduisirent à une poignée de bénévoles dévoués, dont la détermination de plus en plus désespérée peinait face à l'immensité et à l'indifférence de la nature sauvage. Pour la famille Whitlow, cette agonie prolongée était d'autant plus insoutenable que le monde continuait de tourner autour d'eux, tandis que leur vie restait irrémédiablement figée dans cet instant terrifiant au bord du ruisseau. La question de savoir comment 2 jeunes filles avaient pu disparaître ainsi dans une sortie familiale en apparence anodine hantait la communauté, engendrant un profond malaise. Une ombre persistante de l'inexplicable planait au-dessus des monts Ozarks, témoignant du mystère tenace qui défiait toute explication et rappelait toujours que 2 jeunes vies avaient disparu sans laisser de traces. Les années s'écoulèrent inexorablement, estompant peu à peu le souvenir immédiat de Reina et Dija Whitlow pour tous, hormis leur famille et quelques proches. L'Ozark Creek continuait son cours incessant sous le pont submersible, témoin silencieux d'innombrables saisons. Puis, 7 ans après la disparition des sœurs, un événement météorologique majeur provoqua des pluies torrentielles, faisant monter le niveau du ruisseau à un niveau inhabituel. Le puissant courant qui a creusé le lit de la rivière et délogé les débris a révélé par inadvertance ce qui était resté longtemps caché. Un groupe d'adolescents du coin, explorant les eaux qui se retiraient quelques jours après la crue, est tombé sur un morceau de tissu coincé sous l'un des piliers en béton du pont.
C'était une casquette de baseball tachée de boue et partiellement recouverte de sédiments, mais indubitablement un article manufacturé. Quelle est motiva cette découverte? Ce n'était pas tant sa présence dans un lieu aussi improbable, mais un détail particulier, minutieusement intégré à sa conception. Tissée dans le tissu de la casquette, près du bord, une tresse serrée était composée de 3 fils de couleurs distinctes. Un cramoisi délavé, un vert forêt discret et un beige pâle presque blanc. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement. C'était un ajout délibéré, fait main, presque un signe distinctif. Les adolescents pressentant le caractère inhabituel de leur découverte et connaissant la légende locale persistante des sœurs Whitlow disparues, l'ont signalé aux autorités. La nouvelle parvint au caporal Miguel Esteban comme un coup de massue. 7 années de frustration à courir après des chimères et de fausses pistes l'avaient épuisé. Pourtant, l'évocation d'un objet tangible retrouvé sur les lieux mêmes de la disparition fit renaître une lueur d'espoir qu'il avait longtemps refoulée. Il s'est rendu sur place, le cœur battant la chamade. Agenouillé au bord de l'eau, observant la casquette incrustée de boue, encore partiellement plaquée contre le béton par le courant. C'était un lien tangible, aussi ténu fut-il, avec le jour de la disparition des filles. Sous sa supervision attentive, la casquette a été méticuleusement récupérée, photographiée sur place, puis soigneusement emballée comme pièce à conviction. Sa tresse de ficelle tricolore unique fut immédiatement remarquée, un détail d'une précision troublante. La casquette fut envoyée au laboratoire de police scientifique de l'État où des spécialistes tenteraient d'en extraire toute trace d'ADN, empreinte digitale ou autre indice microscopique susceptible de briser enfin le silence des Ozarks et de relier cet objet unique à l'énigme persistante et déconcertante de Raina et Dija Whitlow. Pour la première fois depuis des années, cette affaire non résolue disposait d'un élément de preuve tangible et troublant. La découverte de la casquette, un objet tangible après tant d'années, a agi comme un puissant catalyseur, incitant le caporal Miguel Esteban à rouvrir officiellement et à intensifier l'enquête sur la disparition des sœurs Whitlow. Le dossier, autrefois figé dans les archives, est devenu une enquête dynamique et active, animée d'une détermination renouvelée, quoique prudente. Au laboratoire de police scientifique de l'État, la casquette tachée de boue a fait l'objet d'un examen approfondi. Des spécialistes ont minutieusement recherché des empreintes digitales latentes, des traces d'ADN provenant de cellules cutanées, de cheveux ou de sueur, ainsi que toute fibre ne provenant pas de la casquette. Une attention particulière a été portée à la tresse unique de ficelle tricolore, soigneusement cousue dans le tissu. Les analystes ont tenté d'identifier la matière, son origine et la méthode précise de son tissage complexe, dans l'espoir de la relier à un métier, un loisir, voire une région géographique spécifique. Chaque détail microscopique a été examiné à fort grossissement, mais les premiers rapports n'ont apporté aucune avancée significative. Aucun profil ADN clair n'a émergé, aucune empreinte digitale identifiable, et la ficelle, bien qu'indéniablement distinctive, ne présentait aucune origine commerciale ou personnelle facilement traçable. C'était une signature unique mais sans auteur connu. Forts de ce nouvel élément de preuve, aussi énigmatique fut-il, les enquêteurs retournèrent au pont submersible et aux lieux de baignade environnants. Les lieux, désormais familiers après d'innombrables visites, furent abordés avec un regard neuf et une urgence accrue. Ils fouillèrent les berges, les sous-bois et le rivage avec une détermination renouvelée à la recherche du moindre objet négligé, d'une ficelle abandonnée ou de tout élément pouvant correspondre aux caractéristiques uniques du bonnet. Les détecteurs de métaux ont de nouveau ratissé la zone et les équipes de plongeurs sont retournées au lit du ruisseau, espérant que les récentes inondations auraient pu déterrer d'autres indices datant d'années précédentes. Le caporal Esteban a également entamé une nouvelle série d'interrogatoires et a revu la famille. Leurs visages, marqués par 7 ans de chagrin inextinguible, furent figés par la vision du chapeau et de sa tresse si particulière. Il leur montra des photos et leur demanda si cela leur rappelait un souvenir, même ténu, du jour du pique-nique ou des jours précédents. Il s'entretint de nouveau avec le tigrir, dont les efforts de recherche au sein de la communauté avaient été si fervents des années auparavant, et avec Arlo Petit, le propriétaire du magasin d'appât dont la connaissance du terrain restait précieuse.
Il leur demanda s'ils avaient déjà vu quelqu'un porter un tel chapeau ou si la ficelle tricolore avait une signification particulière dans l'artisanat ou les traditions locales. Leurs réponses, bien que sincères et touchantes, ne leur apportèrent aucune réponse immédiate. La casquette demeurait un objet isolé et énigmatique, une piste qui avait ravivé l'espoir mais qui n'avait pas encore tracé de voie claire. Sa signification restait un mystère, un défi silencieux pour ceux qui étaient déterminés à percer le mystère. 7 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Raina et Dija Whitlow. 7 ans de silence angoissant, seulement troublés par le murmure incessant du ruisseau Ozart. Puis, sans prévenir, l'impossible se produisit. Dija Whitlow, désormais une jeune femme, réapparut, surgissant des profondeurs de la légende. Son apparition soudaine provoqua une onde de choc dans la communauté, transformant le deuil collectif en une incrédulité stupéfaite puis en un espoir urgent. Elle était plus âgée, amaigrie, et portait les stigmates indélébiles d'un traumatisme inimaginable. Mais elle était vivante, et son retour a instantanément transformé l'affaire non résolue en une enquête active et palpitante. Le caporal Miguel Esteban, qui avait inlassablement suivi la moindre piste pendant près de 10 ans, fut parmi les premiers à entendre le récit incroyable de Dija. Sa voix, bien que fragile, était d'une clarté inébranlable lorsqu'elle commença à décrire son calvaire. Elle parla d'un homme, un vagabond, qui l'avait séquestré pendant des années. Son mode d'opératoire, révéla-t-elle, était aussi élusif que les ombres des monts Ozark. Il utilisait les nombreuses caves dissimulées dans les creux des vallées, se déplaçant avec une régularité glaçante. Chaque crue frenue, expliqua-t-elle, lui servait de signal pour se déplacer, le forçant à passer d'un refuge temporaire à un autre, effaçant ainsi ses traces et échappant à la vigilance des autorités qui recherchaient des campements permanents. Puis vint le détail qui résonna avec une précision profonde et terrifiante. Dija décrivit l'habitude inquiétante du vagabond de collectionner des objets personnels de ses victimes, les transformant en souvenirs macabres. Ces trophées, raconta-t-elle, étaient minutieusement cousus sur des casquettes de baseball, chaque élément intégré au tissu avec un soin particulier, presque rituel. Tandis que ces paroles résonnaient encore, une réalisation glaçante frappa le caporal Esteban. La casquette unique, ornée d'une tresse de ficelle aux 3 couleurs distinctes, trouvée des années auparavant épinglée sous le pont submersible, n'était plus une énigme isolée. C'était un fragment du cauchemar vécu par Dija, un lien direct et indéniable avec son ravisseur et ses méthodes terrifiantes. Son témoignage permit d'établir pour la première fois le profil d'un suspect et, surtout, d'apporter une explication glaçante à cette preuve unique qui jusqu'à présent était restée une énigme. L'affaire était enfin résolue. La traque d'un fantôme avait désormais un visage, un nom et un mode d'opératoire. Le récit poignant de Dija Whitlow, livré avec une précision glaçante, offrait au caporal Miguel Esteban le plan qu'il recherchait depuis 7 années d'angoisse. Les Ozark Hollows, jadis une vaste étendue sauvage et indistincte, se dévoilaient ainsi dans un jour nouveau et terrifiant. Se basant sur les descriptions détaillées qu'elle avait fournies des habitudes du vagabond, son recours aux crues flonnases pour effacer ses traces, son utilisation de caves anti-tempête dissimulées, Esteban organisa une chasse à l'homme coordonnée sans précédent dans la région. Des équipes furent déployées, fouillant méthodiquement les crues reculées et souvent négligées du paysage. Chaque cave pouvait être considérée comme une tombe potentielle, chaque cabane isolée comme une prison possible. Des semaines plus tard, dans un cru isolé, à des kilomètres du lieu de pique-nique des Whitlow, une cave anti-tempête délabrée livra ses secrets. Le vagabond, identifié comme un sans-abri du nom de Silas Fern, fut appréhendé sans résistance, le visage empreint d'une résignation lasse. Dans la cave, des preuves corroborèrent le témoignage de Dija. Parmi les maigres possessions, on découvrit une autre casquette de baseball, sa visière ornée de lambeaux de vêtements, des macabres trophées. Et puis, l'indicible vérité concernant Raina Whitlow fut confirmée. Dija, avec une force tranquille qui contrastait avec son calvaire, révéla le sort de sa sœur. Raina n'avait pas survécu à l'enlèvement initial, une issue tragique qui avait hanté Dija pendant toute sa captivité, un bardeau qu'elle avait porté seule pendant des années. Le retour de Dija ne marquait pas une fin, mais le début d'un long et difficile parcours. Ses saccures physiques finiraient par guérir, mais ses blessures psychologiques étaient profondes, nécessitant des années de soins spécialisés et un soutien indéfectible de sa famille et d'une équipe de thérapeutes dédiés.
Elle devait affronter la tâche ardue de se réinsérer dans un monde qui avait évolué tout en portant le poids de 7 ans perdus et le souvenir de sa sœur. La communauté des Ozarks, bouleversée par ces révélations horrifiques, trouva un étrange réconfort dans le dénouement de l'affaire. Pourtant, l'affaire Whitlow laissa une trace indélébile. Elle témoigna à la fois de l'effrayante vulnérabilité des innocents et du dévouement inébranlable de ceux comme le caporal Esteban, qui n'ont jamais cessé de chercher, et de la résilience extraordinaire d'une jeune femme qui, contre toute attente, revient raconter son histoire terrifiante, faisant en sorte que la mémoire de Reina et la vérité soient enfin entendues. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?